Le porte-parole de la Maison-Blanche a insulté un journaliste en disant « Oui, ta mère ». Aux États-Unis, des événements inimaginables se produisent aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons regarder ça. Allons-y tout de suite. Caroline Leavitt, la porte-parole de la Maison-Blanche, a rendu public des messages échangés le 20 octobre avec Sokhmon Vedat, journaliste accrédité à la Maison-Blanche pour le Huffington Post. Le journaliste Date a demandé à la porte-parole Caroline si le président Trump mesurait l'importance de Budapest après avoir annoncé une réunion à Budapest, suite à un appel avec le président russe Poutine. Il a aussi demandé si la raison de l'opposition de l'Ukraine à ce lieu avait été considérée et qui avait suggéré Budapest. Caroline Leavitt, porte-parole de la Maison-Blanche, a répondu « Oui, c'est ma mère qui a décidé ». Elle a ainsi fait une remarque déplacée au journaliste. Date a protesté, demandant si elle trouvait cela drôle. Caroline a répondu « Ce qui m'amuse, c'est que vous pensiez vraiment être journaliste ». La porte-parole Caroline a ensuite traité le journaliste Date de provocateur de gauche et lui a demandé de cesser d'envoyer des questions mensongères et biaisées. Il ne s'agit pas juste d'un mème de site communautaire, mais des messages échangés entre Caroline, porte-parole de la Maison-Blanche, et le journaliste Date, qui ont été publiés. Il se passe des choses qu'on n'aurait même pas pu imaginer il y a seulement 5 ans. Ils en viennent même à insulter les parents. Les critiques persistent aux États-Unis, mais l'administration Trump semble indifférente. Le journaliste Date a été insulté le 16 et le 20 par le porte-parole du département de la guerre américain. Le porte-parole du département de la guerre, Sean Parnell, a répondu « Oui, c'est ma mère qui me l'a acheté ». Il a ainsi été insulté 2 fois par des hauts responsables. Le Huffington Post est aussi un des principaux médias en ligne progressistes aux États-Unis. Depuis l'arrivée du président Trump, ce média publie presque chaque jour des articles critiquant ou ridiculisant Trump. Certains éditoriaux ont qualifié Trump de dictateur moderne, une attaque jugée émotionnelle et dépassant la critique médiatique. Le Huffington Post a également été critiqué pour reprendre fréquemment les articles d'autres médias, ce qui lui vaut d'être considéré non pas comme un véritable média, mais plutôt comme un simple curateur d'actualité. Pour ces raisons, le camp conservateur ne fait pas confiance au Huffington Post, et les partisans de Trump l'ont ouvertement qualifié d'usine à fausses nouvelles, et lui ont manifesté une hostilité flagrante. Même critiqué, rien ne justifiait les propos déplacés du porte-parole présidentiel. Si la question du journaliste était dérangeante, il suffisait d'y répondre par des arguments logiques. Pourtant, la Maison-Blanche a immédiatement rabaissé le niveau de la conversation à celui d'une bagarre de rue. C'est pourquoi cet incident est perçu comme un problème qui dépasse la question du parti pris politique, et de nombreux citoyens américains réagissent en disant que, quoi qu'il en soit, cela ne se fait pas. Au final, cette controverse n'est pas simplement une opposition entre Trump et les médias, mais elle est devenue un événement symbolique montrant jusqu'où peuvent chuter la dignité des discours publics et le niveau politique. Le gouvernement américain semble récemment vouloir discipliner les médias. Pete Hegseth, ancien secrétaire à la guerre des États-Unis, a exigé le 13 octobre heure locale que le corps de presse du département de la guerre signe un engagement proposant de ne rapporter que les informations approuvées par le gouvernement américain. Il a demandé aux journalistes de respecter les restrictions de diffusion et de signer un engagement écrit. Face à cela, le corps de presse du département de la guerre a vivement protesté, affirmant qu'il s'agissait d'une tentative de bloquer l'accès du public à l'information. Plusieurs médias ont refusé le contrôle de l'information et la signature de l'engagement, rendant leurs accréditations et quittant la salle de presse, qualifiant la journée de sombre pour la liberté de la presse. Non seulement les médias progressistes ont agi ainsi, mais aussi les conservateurs qui ont refusé de signer et sont partis. Fox News, Newsmax et le Washington Times auraient également refusé de signer l'engagement. Au 14 octobre, le seul média à avoir exprimé son intention de signer l'engagement serait One America News, un média favorable à Donald Trump. Sean Parnell, ex-porte-parole du ministère de la Guerre, a indiqué que les directives aux médias accrédités réaffirmaient les normes déjà en vigueur dans toutes les bases militaires américaines. Elles visent à protéger informations sensibles, sécurité nationale et des personnels du ministère. Par la suite, le ministère de la Guerre a commencé à renforcer sérieusement le contrôle de ses employés internes. Le 21 octobre, le ministre de la Guerre, Pete Hegseth, a exigé que tout employé obtienne l'accord de son supérieur avant de contacter un député ou un parlementaire. Cela est interprété comme une mesure visant essentiellement à empêcher toute déclaration publique des employés internes. Selon Reuters, dans une note interne, le ministre Hegseth a indiqué que le ministère de la Guerre avait besoin d'un partenariat étroit avec le Parlement pour ses objectifs législatifs. Il a ajouté que toute communication devait être coordonnée avec le message officiel du ministère. En apparence, il s'agit d'un document administratif mettant l'accent sur la cohérence de la communication au sein de l'organisation, mais certains analystes estiment qu'il cache une intention claire de contrôle gouvernemental. En réalité, le porte-parole du ministère de la Guerre, Sean Parnell, s'est empressé de fournir des explications, soulignant que cette mesure n'était qu'une démarche pratique visant à examiner les procédures internes, et qu'il n'y avait aucune intention de limiter la manière dont le Parlement reçoit les informations ou les destinataires de celles-ci. Cependant, au ministère de la Guerre et dans les médias, cette mesure est perçue différemment. Des sources internes disent que la hiérarchie veut tout contrôler,
et que désormais, officiers et civils devront presque toujours obtenir une autorisation pour faire un rapport ou transmettre un avis au Parlement. Ils ont exprimé leur crainte que toute parole déplacée entraîne des sanctions, soulignant la gravité de cette mesure au-delà d'un simple problème de procédure. Le ministère de la Guerre a déjà exigé, il y a un mois, que les journalistes signent un engagement leur interdisant de publier des informations non approuvées, même si elles ne sont pas confidentielles, et il a retiré les accréditations des médias qui ont refusé de signer, une situation sans précédent. Des médias comme l'Associated Press, Cable News Network, le New York Times et le Washington Post ont dû quitter la salle de presse du Pentagone. Les médias américains ont publié une déclaration qualifiant cette journée de sombre pour la liberté de la presse. Mais cette fois, non seulement les journalistes, mais aussi les fonctionnaires internes et les responsables militaires sont devenus la cible de ce contrôle. Un expert militaire américain estime que la volonté du gouvernement Trumpen de réprimer la presse et les déclarations des employés internes est très dangereuse en démocratie. Il était averti que l'information des parlementaires par des employés du ministère de la Guerre est légale, et qu'exiger une approbation préalable semble être une tentative de l'exécutif d'affaiblir le contrôle du législatif. Suite à ces mesures, le gouvernement de Washington fait face à de nombreuses critiques, selon lesquelles le gouvernement Trumpen cherche à renforcer le contrôle militaire létal et à établir un réseau de censure de la presse au sein de l'exécutif. La controverse sur la liberté de la presse s'aggrave après les propos de Niama, porte-parole de la Maison-Blanche, et les tentatives du ministère de la Guerre de museler ses employés font craindre une répression accrue des critiques par le gouvernement américain. Je vais également vous transmettre des nouvelles des États-Unis. Le shutdown du gouvernement américain se poursuit depuis plus de 20 jours. Les républicains et les démocrates sont très divisés. Les démocrates veulent faire adopter le budget pour le Democrat Care, les républicains s'y opposent. Même lorsqu'ils essaient de faire passer un projet de loi de budget provisoire, il y a trop de votes contre, donc il est continuellement rejeté. C'est déjà la 11e fois. En conséquence, au sein du Parti républicain, on évoque l'activation de l'option nucléaire, qui consisterait à supprimer la règle des 60 voix nécessaires pour faire adopter le budget au Sénat. L'option nucléaire vise à modifier temporairement le règlement du Sénat pour adopter un projet de loi à la majorité simple. La dernière fois, le projet a été rejeté avec 50 voix pour et 43 contre, donc s'ils parviennent à convaincre une seule voix de plus, ils pourraient faire passer le budget provisoire avec l'option nucléaire. Les divergences entre démocrates et républicains sont telles qu'aucune résolution du shutdown n'est en vue. Par conséquent, on constate que les dommages causés par le shutdown augmentent progressivement un peu partout. Le ministère américain des Finances estime les pertes à 21 000 milliards de won par semaine, et celles-ci devraient encore croître. Cependant, il semble que le président Trump vise justement cela. L'administration Trump agit ainsi parce que le budget n'a pas été adopté au Congrès. On constate qu'il coupe le soutien budgétaire fédéral aux États, où le soutien au Parti démocrate est fort. L'administration Trump a suspendu environ 40 000 milliards de won de soutien fédéral à plus de 200 projets dans des États, soutenant fortement le Parti démocrate. L'État de New York devrait être le plus affecté. Les travaux du tunnel de la rivière Hudson, soutenus par le fédéral, ont été stoppés. En plus de cela, le soutien budgétaire pour divers projets d'expansion des réseaux de transport et de reconstruction des réseaux d'approvisionnement en électricité a également été suspendu. Même après la levée du shutdown, ils préviennent les collectivités qu'il sera difficile de rattraper les retards et cherchent à manipuler la situation à leur avantage nationalement. Par-dessus tout, il semblait que le président Trump allait profiter de cette occasion pour procéder au licenciement de fonctionnaires qu'il souhaitait depuis longtemps. Réo Zelboteux, le directeur du bureau de la gestion et du budget de la Maison-Blanche, a déclaré qu'ils allaient avoir licencié plus de 10 000 fonctionnaires. Environ 4100 employés de 8 ministères fédéraux, dont Finances, Santé, Affaires sociales, Éducation et Commerce, ont reçu des notifications de réduction budgétaire. Ainsi, la série de mesures prises par l'administration Trump n'est pas simplement considérée comme un différend budgétaire ou une question d'efficacité administrative, mais plutôt comme une tendance à la concentration du pouvoir et au renforcement du contrôle à l'échelle de l'ensemble du gouvernement. L'attitude hostile envers les médias, les restrictions imposées aux déclarations des employés internes, ainsi que la pression politique exercée en utilisant le shutdown comme levier, placent à nouveau le mode de gouvernance de Trump au centre de la controverse. En particulier, dans les cercles politiques de Washington, certains analysent ces mesures comme des actions stratégiques visant à réprimer de manière préventive les forces d'opposition politique à l'approche des élections de mi-mandat de l'année prochaine. En réalité, il se dit ouvertement autour de la Maison-Blanche que le chaos actuel n'est pas défavorable à Trump. En fin de compte, il n'est pas exagéré de dire qu'actuellement, les États-Unis connaissent non seulement une simple paralysie administrative, mais aussi un état de shutdown politique où la tension est extrêmement élevée dans l'ensemble du domaine politique, médiatique et administratif. La situation actuelle des États-Unis est très différente du passé. Qu'en pensez-vous ? Partagez votre avis en commentaire. La vidéo se termine ici, merci.